Ce qui veut dire que... Alors d'accord, ok. Ouais. Non, c'est intéressant. On est dans des cultures, et ça fait quand même pas mal de temps que ça dure, où au fond, il y a une injonction implicite qui fait que on devrait choisir de vivre en 2 dimensions. Alors que là, ce que je viens de dire, c'est de la 3D. C'est-à-dire que, en disant qu'il y a un rapport étroit entre paix et éternité, qui n'est pas du tout du même ordre que le rapport qu'il y a entre joie et vie. Oui. Et si on rajoute à ça, pour que ce soit complet, qu'on peut être dans 2 ordres différents, dans 2 systèmes de données d'abscisse différents, et qui soient compatibles. Qui sont a priori incompatibles, mais que qu'on arrive le talent de l'humain, c'est d'arriver à les rendre compatibles. Oula, moi, ce qui m'intéresse, c'est le talent de l'homme. Oui, quand il en a. Son talent à penser, son talent à vivre, son talent à inventer des espaces-temps. Tout ça va bien. Il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'est-ce que je fais du trou noir dont on parlait cet après-midi. Qu'est-ce que je fais de cet espace-temps? Là, tu poses des questions. Oui, mais bon. Ah oui, non, mais c'est énorme. Mais il faudrait que tu t'y prennes à plusieurs reprises, parce que, tu vois, il faudrait qu'on commence déjà peut-être par ton truc sur ton retour sur la paix et la problématique avec la joie, et ça, parce que... Alors, on va partir de ça. Oui, c'est ça. Donc, première proposition numéro 1, on va dire, le rapport entre la paix et l'éternité. Et le sentiment qu'on se sent éternel, invincible, éternel, intemporel, dans un espace-temps sentiment totalement ouvert, ou figé. Non, mais oui. Mais en tout cas... où le centre est partout. Voilà. La question du centre, la périphérie se pose plus. Absolument. C'est ça la paix. Oui, c'est la divinité. Et c'est pas la même chose que la mort. Vous disiez la paix des cimetières. Non, c'était... La paix, c'est un sentiment... Tout à fait d'accord. La plénitude. Complètement. De l'éternité, qu'on peut ressentir. C'est ça. Plus dans une contemplation à la matière ou au paysage que dans la contemplation qu'on peut avoir avec un autre. Probablement. Tu vois, j'essaie de comprendre en même temps que je parle. C'est que la jubilation, c'est plus lié à l'altérité, alors que la paix, c'est plus lié à la nature. Ou à la surnature, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est bien. Je suis tout à fait d'accord en plus. C'est une grosse question. Mais c'était bien que ce que tu disais, c'est-à-dire que effectivement, la paix comme sensation intérieure est liée effectivement à l'éternité. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que la paix vient précisément du fait que soudainement, la bonne nouvelle existe, à savoir que, d'une certaine manière, on va dire, l'homme est éternel, à condition qu'il soit sauvé. D'ailleurs, il est même éternel dans la damnation, mais peu importe. Et puis, l'autre rapport que tu indiquais entre, joie ou jubilation, comme tu dis, et la sensation effective, disons, d'être vivant. Alors, effectivement, c'est vrai que c'est pas tout à fait le même type de rapport, on est bien d'accord. Mais bizarrement, pourtant, quand on se sent vraiment vivant, on a comme un goût de l'éternité. J'allais dire, on va dire un avant-goût, quelque chose, une fragrance qui nous... On est d'accord, bizarrement, ce sentiment d'éternité est souvent très éphémère, mais il est très impressionnant, au sens d'impression là sur soi. Ce qui fait que, c'est vrai que, comme tu disais, il y a peut-être des systèmes d'abscisse et de coordonnées, d'abscisse qui coordonnent pas complètement, mais en même temps, on voit bien que c'est lié tout ça, Ça forme un quadrilatère, là, encore une fois, une mise en croix, là, avec 4 pôles. Donc la joie, la sensation de vie, la paix, la sensation d'éternité, et tout ça n'est pas
comment dire, contradictoires au sens brutal du terme, quoi. Ça forme plutôt comme des changements de phase, d'intensité, quoi. Je verrais plutôt ça comme ça. Je serais pas capable a priori de dire laquelle est supérieure à l'autre, c'est peu importe là. Elles sont peut-être d'ailleurs à chaque fois contenues l'une dans l'autre aussi. À chaque fois qu'on passe à une orbite, il y a l'autre dedans. C'est souvent comme ça les choses dans l'univers. Donc ouais, ça déjà, je pense que en plus les deux termes joie et paix, enfin mis comme ça, et puis donc éternité et vie posent effectivement vraiment bien comment je dirais, le rapport de rapport, la hiérarchie qui s'instaure entre les quatre termes. Je trouve ça très bien, moi. Alors, admettons provisoirement que ça tienne. Qu'est-ce qu'on fait de cette disparition, de cet espace-temps effondré au milieu de notre siècle, au milieu de notre parcours, on va dire? J'ai lu dans un livre d'un juif dont le nom m'échappe là malheureusement, Rubinstein peut-être, quelque chose, je vais me dire c'est pas très original, mais enfin quelque chose sur évidemment sur l'événement, sur la Shoah, qu'est-ce qui s'est passé, comment en plus effectivement un juif, je veux dire donc quelqu'un qui appartient au peuple de l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il peut tirer comme conclusion de cet événement par rapport à, entre guillemets, l'existence de Dieu? En fait, d'après ce que je lis, ce que je recoupe d'ailleurs de plusieurs auteurs, George Steiner aussi, c'est que Auschwitz, c'est peut-être précisément le moment où... Il faut savoir que dans la théologie judaïque, il y a ce moment qui s'appelle le Tzimtzum, qui est la contraction infinie, le retrait en fait infini de Dieu du monde, par lequel, bizarrement, le monde est créé aussi. Alors, je sais plus, je crois que c'est ce Rubinstein, si le livre, je l'ai malheureusement pas fini, qui essaye de pointer du doigt quelque chose qui est même de l'ordre de l'indicible pour un juif, je pense, qui est qu'à ce moment, Auschwitz, c'est le moment précis de l'actualisation du Dieu apophatique. Le moment où il se retire complètement du monde et où il laisse l'homme avec ses talents divers et variés, si j'ose dire. Et donc, oui, évidemment, dans ce trou noir, puisque toute la lumière divine en est partie, les choses sont livrées au contre-pôle divin, qui est le diable, si tu veux. Et donc, oui, ce qu'on peut faire de cet abysse, c'est déjà en premier lieu essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'on pourra de toute façon pas en faire grand-chose, je pense, mais au moins comprendre. Or, à part, c'est vrai, quelques survivants peut-être de l'expérience comme ça, dont les voix nous sont parvenues presque par miracle, et puis quelques penseurs qui continuent d'essayer comment dirais-je, d'attraper le phénomène, quoi, de le comprendre. Il faut bien dire que la pensée post-Auschwitz, c'est quand même très pauvre par rapport à l'événement. Je dis pas qu'il n'y a pas quelques phares, quelques points, mais on peut pas dire qu'une anthropologie, par exemple, nouvelle soit née sur les cendres de l'homme à Auschwitz. Or pourtant, ça me semble bien nécessaire, moi. Si on veut se comprendre nous-mêmes, qu'est-ce qui s'est passé là, quoi. Il me semble qu'il y a une hypothèse qui n'a pas été clairement envisagée, mais qu'on pourrait envisager, c'est que ce qui se passe à Auschwitz, c'est pas le fait que Dieu soit congédié, c'est que l'homme soit congédié. Oui, c'est ce que disait Foucault aussi. D'ailleurs, ça va de pair aussi. Enfin, je pense. Parce qu'un tel retrait, à partir du moment où, comme tu le signifiais d'ailleurs fort bien tout à l'heure,
l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes les images de Dieu. À partir du moment où on congédie Dieu, on commence déjà à se congédier soi-même. En tout cas, j'allais dire précisément la figure que l'on a de nous-mêmes. Ce qui fait que d'un côté, on peut arriver précisément à cet anti-monde qu'est Auschwitz, dans lequel les SS appelaient les cadavres qui sortaient des chambres à gaz, voire même peut-être d'ailleurs, je crois, les déportés eux-mêmes, des Figuren, c'est-à-dire des mannequins. Or, le SS était lui-même aussi un mannequin, c'était un robot. Donc, bizarrement, pas bizarrement du tout, mais le moment où Dieu est congédié, c'est aussi évident, congédié. Le moment où, oui, on peut dire qu'il est congédié d'ailleurs. C'est évidemment le moment où l'homme s'anéantit dans toute sa splendeur, c'est mon expression consacrée, quoi, dans toute son horreur. Donc là, on va reboucler et on va se rendre compte qu'on est dans un piège mortel. C'est que comment trouver la paix dans un univers avec un trou? Très bonne question. La question a été posée peu de temps après Auschwitz, posée en des termes parfois d'ailleurs un peu ambivalents, qui était Adorno avait une réponse, j'allais dire radicale, quoi. Grosso modo, on ne pouvait plus faire de poésie après Auschwitz. Ça voulait dire que d'une certaine manière, les nazis avaient gagné. Parce que si on ne peut plus faire de poésie après Auschwitz, les nazis ont gagné, on est bien d'accord, puisque leur objectif c'était précisément la destruction de la poésie, d'une manière ou d'une autre. Du verbe. Oui, du verbe, absolument. Donc si le verbe n'est plus capable d'exister après Auschwitz, et si le verbe n'est pas capable de rendre compte de cette expérience, c'est que les nazis ont gagné. Dans ce cas-là, il faut se rendre à l'évidence, ils ont gagné malgré leur défaite, comme je te disais avant pour une autre question, disons leur défaite objective, quoi. Mais en fait, ça voudrait dire que leur programme a gagné. Ce qui est quand même quelque chose de difficilement admissible, faut bien le dire, quoi. Je veux dire, il n'y a pas 25 millions de Russes qui sont morts pour que dalle non plus, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est énervant. Non, je ne trouve pas. Donc... C'est énervant tant que tu restes dans un principe de valeur d'usage. Non, mais c'était un peu c'était un peu au second degré ce que je disais quand je dis que c'est énervant. Mais c'est dire que 25 millions de Russes et je ne sais combien de millions d'autres personnes, sans parler des Juifs, qui sont partis en fumée dans le ciel de Silésie, est-ce que tous ces gens-là sont morts pour que précisément le programme biopolitique nazi, en fin de compte, paradoxalement, se mette à devenir le vainqueur, paradoxal mais terminal de la bataille? On peut se dire quand même que là, la démocratie est une vaste fumisterie. Donc, parce que si on n'est pas capable de se penser nous-mêmes après ce qui a été fait là, c'est pas compliqué. Ce qui a été fait là va se reproduire à une échelle, évidemment, équivalente au volume de progrès techniques qui ont été accomplis, et ils ne sont pas négligeables depuis 1945. Avec une différence quand même importante, c'est que ça peut se reproduire à plus grande échelle, alors même qu'on serait en même temps totalement privé, puisqu'on est débarrassé du verbe, totalement privé de la possibilité de s'en émouvoir encore. Ah, complètement. Ah, ça me scie même ce que tu dis là. Oui. D'ailleurs, d'une certaine manière, on pourrait voir, par exemple, le génocide du Rwanda, ce qui s'est passé au Cambodge sous Pol Pot, la guerre en ex-Yougoslavie, comme peut-être, à la limite encore, je ne sais si on peut le voir comme des signaux d'alarme ou disons des signaux d'alarme dans le simple sens, ce sont peut-être tout simplement des signes avant-coureurs. Dire que quelque part, encore une fois, on nous dit attendez là, c'est en train de recommencer. C'est de la même manière que le génocide des Juifs par Hitler
avait quand même été précédé, par exemple, du génocide des Arméniens par les Turcs, des massacres à grande échelle des Chinois par les Japonais. Je veux dire, les choses apparaissent jamais non plus complètement comme ça. Il faut, un grand criminel a toujours quelques petits précurseurs, j'allais dire, qui l'ont aidé à quelque part à asseoir sa position d'une certaine manière et à prendre peut-être avoir quelques sources d'inspiration. Donc oui, pour moi le problème central est toujours reste un mystère. Maintenant tu te posais la question de savoir comment on peut être en paix quand on sait que le siècle s'est quelque part brisé en son milieu là autour de cet événement. Mais je te disais que la paix, ça voulait pas dire obligatoirement l'indifférence. On peut être en paix, même peut-être même qu'on doit retrouver cette paix intérieure si on veut comprendre cet événement. Voilà. Alors, là on avance. Alors, je reprends. Le Verbe s'est fait chair. En détruisant la chair, on détruit le Verbe. Oui. Pour retrouver le Verbe. Il faut retrouver la chair ? Non. Pour retrouver le Verbe, ce à quoi je voudrais arriver, c'est est-ce que ça n'est pas en créant volontairement ce coup-ci une autre rupture dans l'espace-temps qu'on va reconfigurer le système? Excellente question. J'espère que tu vas les noter, hein. Ah mais alors ça a toujours fait partie, enfin excuse-moi, mais c'est vrai que ça fait partie de mes intuitions souvent, c'est-à-dire que dans l'intensité, dans la magnitude, je veux dire, seul un cataclysme équivalent, je veux pas dire un nouveau Auschwitz, hein, mais je veux dire dans l'intensité et la magnitude, seul un cataclysme équivalent, effectivement, sera sans doute en mesure de refaire pivoter le monde, en fait, sur son axe. Rappelle-toi ce qui se passe quand la neuromatrice perd le contrôle. Oui. Il faut que la femme lui dise « rappelle-toi comment tu t'appelles, neuromatrice. » Il faut qu'il se réinitialise. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle rompe le charme, on pourrait dire. Oui. Ou oui. La spirale. Oui. Donc, s'il y a un certain moment, il y a eu comme ça ce blind dans l'espace-temps, il y a peut-être quelque chose à faire aujourd'hui dans la posture. Enfin, l'homme, sans se prendre pour Dieu, peut quand même bien sûr. En référer au mystère pour dire attends, on va à nouveau il faut redéfragmenter le système. Oui, c'est un peu effectivement comme sur un disque dur, absolument. Quand le disque dur a subi un crash, il faut quelque part le recracher de nouveau par le reformatage pour qu'il redémarre. Dans ta phrase d'avant, et c'est là que je voudrais que tu repartes, tu étais arrivé à cette chose qui semble très belle et très pure, c'est précisément maintenant qu'il faut renouer avec la sagesse, parce que c'est peut-être ainsi qu'on peut réinitialiser. Voilà, c'est ça. C'est que cette paix est effectivement plus de l'ordre de la sagesse que de... or, sagesse, ça veut pas dire là non plus, j'allais dire, abaissement des défenses immunitaires de la pensée, au contraire, c'est l'inverse. Bizarrement, cette paix est une forme de guerre menée à la médiocrité, à l'ignorance, à la bêtise, à la barbarie, etc., etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on est engagé dans ce mouvement-là, on peut plus faire l'économie précisément de la pensée de cet événement-là pivotal du XXe siècle. Parce qu'à partir du moment où on l'admet comme l'événement pivotal du XXe siècle, on sait que c'est par lui qu'on va peut-être, si on le comprend, si on est capable de refaire basculer, j'allais dire, la chose dans son processus inverti, de réinventer une vraie pensée, parce que c'est ça aussi qui s'est perdu, qui a été détruit, c'est que
pourquoi j'allais dire, le programme nazi, d'une certaine manière, est parvenu paradoxalement, en fait, à gagner les esprits, même sous une couverture humanitaire, c'est que son premier objectif, c'était la destruction du langage, et qu'il y est parvenu. Et que bizarrement, personne ne s'est rendu compte que dans les décennies qui ont suivi, ça n'a fait qu'empirer. En particulier en Occident. Au point que, maintenant, ça devient très difficile même de parler, j'allais dire, puisque les mots sont devenus des pièges, qu'ils ont perdu leur sens. Donc cette entreprise de destruction du verbe, chez les nazis, elle était tout à fait corrélative avec la destruction crématoire, si j'ose dire, de la chair. Il n'y a pas de hasard là-dedans. Ça n'existe pas, le hasard, là, à ce niveau-là. Cette entreprise systématique de destruction de l'homme, elle ne pouvait passer que par la destruction du langage et effectivement l'anéantissement physique le plus poussé qu'on pouvait trouver à l'époque. Alors qu'est-ce que ça signifie pour nous maintenant? Ça signifie que il faut qu'on réinvente le langage. Il faut qu'on réinvente la pensée. Si on ne veut pas rester prisonnier précisément de l'époque qui a ouvert cet événement et qui est cette époque abominable qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'effectivement je continue de penser que seule une forme de, tu disais, de sagesse, d'apaisement mystique de la pensée est en mesure de comprendre qu'il s'est passé un événement qui est bien au-delà de l'ordre de l'historique. C'est pas ça qui s'est passé. Évidemment, il y a un événement historique à première vue, en premier lieu, mais c'est bien plus grave ce qui s'est passé. C'est une vraie destruction ontologique là de ce sur quoi était fondé l'humain. Et ils y sont parvenus. Le paradoxe, c'est qu'ils y sont parvenus en nous léguant d'une certaine manière la possibilité de renaître. Alors voilà, heureusement, j'allais dire que même dans son retrait apophatique, j'allais dire, dans son existence apophatique, quand même le monde créé par Dieu continue, j'allais dire, de fonctionner selon les préceptes divins malgré tout. Ce qui fait qu'effectivement, même la chose la pire qui pouvait arriver à l'humanité, si l'humanité est à la hauteur de la tâche, parce que c'est ça aussi, peut effectivement lui faire franchir une étape de conscience radicale. Malheureusement, toi tu avais l'air de dire que 60 ans c'est court, ça se discute, je dirais. Je trouve que les efforts n'ont pas été vraiment énormes, quoi. On s'est beaucoup contenté, faut bien le dire, à part Agamben, des gens comme ça, Gunther Anders, Foucault, ce qui a vraiment été mis en œuvre, ce qui a vraiment été désiré au plus haut point dans le programme d'extermination nazi, a été rarement éclairé, quoi. C'est pour ça que ça reste nimbé d'une nuit d'un brouillard que, c'est très étrange, les démocraties post-totalitaires ont intérêt à conserver. Parce que si jamais on commençait réellement à investiguer ce problème, leur fondation à elles serait ruinée en quelques minutes. Donc elles ont intérêt à ce que ça reste quelque chose de l'ordre un peu du flou, j'allais dire, du flou artistique, un peu commémoratif. Il y a des gens méchants qui ont tué des juifs, on ne sait pas trop pourquoi, on sait comment, mais voilà quoi. Pourquoi, en fait, c'est vrai, la question. Oui, on dit oui, ils étaient racistes, mais en fait ça n'a aucun sens puisque les juifs ne sont pas une race. C'est bien justement parce qu'ils étaient très proches, j'allais dire, typologiquement d'un Européen moyen que les Juifs ont été détruits. Alors pourquoi dans ce cas-là?
Qu'est-ce qui fait que l'Europe, soudainement, a voulu détruire le peuple de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le peuple de la parole? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment précis? Pourquoi c'est venu d'Allemagne, qui est quand même, j'allais dire, le poumon droit, enfin ça dépend comment on regarde, des Lumières. Le poumon gauche étant celui de la France, quoi. Toutes ces questions-là, alors oui, elles sont des fois, enfin pas résolues, mais éclairées par quelques penseurs de loin en loin, comme ça. On a l'impression que c'est de plus en plus écartés, j'allais dire, les uns des autres, ce qui fait que les phares sont de plus en plus loin dans la nuit, et le brouillard, et en fait tout le monde s'en fout. Il faut dire les choses comme elles sont, tout le monde s'en fout. Ouais. Parce que ça voudrait... Imagine l'effort que ça demande aujourd'hui. Bon, malgré tout, 3 générations après, on n'est toujours pas capable d'arriver vraiment à penser l'événement. Mais est-ce que c'est vraiment parce qu'on n'est pas capable, ou est-ce que parce qu'on le veut... C'est parce qu'on ne le veut pas, qu'on ne veut pas au moins essayer de le faire? Parce que soudainement, là, ça nous mettrait justement face à l'abîme. Si on se met à le penser, cet événement, soudainement, là, on est face à quelque chose qui s'ouvre et qui... alors bon, vaut mieux, hein, on referme la plaie, on coud, on met 2-3 fleurs et 2-3 couronnes, comme je te disais, et puis c'est bon. Le problème, c'est que là, effectivement, c'est un trou noir. Un trou noir, ça se recoupe. Quand ça va nous ressauter à la figure, ce truc-là, c'est pas possible que l'humanité puisse... C'est une chose que je comprends pas, c'est comment l'amnésie post-traumatique a pu se mettre en place aussi vite dans les années 50-60, quoi. Ça me semble tellement... et on sent bien, enfin moi j'étais très jeune à l'époque, mais quand je relis un peu peut-être des fois la presse de l'époque que j'ai conservée, de mes parents, des choses comme ça, on sent cette envie tout de suite là dès Saint-Germain-des-Prés, hein, dès le Tabou Club, des Juliette Gréco et tout ça, on tourne la page, hein. Il faut qu'on s'éclate, quoi. Hein, c'est la Movida. Alors, je peux comprendre la Movida après le franquisme, il n'y a quand même pas eu des camps d'extermination à chambre à gaz, hein, sous Franco. Et quand même, faire la fête comme ça en 46-47, j'ai pas dit qu'il fallait obligatoirement pleurer et tout ça, mais il n'y a pas eu l'effort de penser, de prendre le truc sur son dos quand même, quoi, et de dire bon, attends, là, si on veut rigoler, même à la limite, si on veut pouvoir faire la fête, faut qu'on amène notre civilisation un petit cran au-dessus, là, et puis on va pouvoir vraiment, là, être dans la joie. Mais ça n'a pas été fait. Oui, enfin on peut dire aussi que ça n'a pas été fait parce que ça ne pouvait pas être fait. Alors. Mais on pourrait dire aussi qu'on pourrait peut-être commencer à le faire maintenant. Et dans le délire festif dont parle Murray, il me semble qu'il y a une chose qui n'est pas très claire chez Murray, c'est que il me semble qu'il confond l'image du délire festif, mais c'est une fête sans joie. Absolument, mais je crois qu'il le dit, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, cette espèce de fête sans joie, comment peut-il y avoir de la joie dans un monde qui est précisément basé sur son éradication? Ils ont remplacé la joie précisément par la fête, entre guillemets. Dans le sens que ça a pris aujourd'hui, je vais dire la teuf, comme on dit, hein, faire la teuf. Ce qui généralement, moi, il m'a suffi d'en traverser quelques-unes pour me rendre compte que c'était bien souvent d'une très grande tristesse. Donc, comment dire, s'il n'y a plus de possibilité réellement de joie et de plaisir, eh bien, en fin de compte, bizarrement, ces soi-disant comiques ou ces soi-disant personnes qui sont dans la jubilation sont en fait de très tristes cires.
Oui, mais on peut aussi augurer, comme le fait Ballard dans Millennium People, que le système va péter, pas là où on l'attend. Oui. C'est plus les damnés de la Terre qui vont se lever, c'est les privilégiés, entre guillemets, middle class, qui en ont marre de rire jaune, c'est-à-dire qui vont casser le jouet parce que c'est un jouet. Oui. Oui, mais ça, et qu'à force de Starac, à force de télé-réalité, à force de crédit d'impôt, ou à force de Squatch, et à force de 4x4, et à force d'emploi du temps surbooké pour leurs enfants, et à force de tout ça, à un certain moment, de façon irruptive, des gens qui ont tout vont péter tout ce qui est à leur portée. Comme ceux qui s'apprêtent à voter non pour l'Europe en disant qu'ils sont pour l'Europe, mais qui vont quand même péter le truc, parce qu'il faut arrêter de déconner, il faut bien casser quelque chose. C'est ça. Hein. Donc c'est bien ceux qui ont qui vont péter le truc, pas ceux qui n'ont pas. Puisque ceux qui n'ont pas souhaitent accéder à l'avoir. Exactement. Alors que ceux qui ont l'avoir vont peut-être commencer à vouloir accéder à l'être. On est dans un vrai bordel. Ah ben alors ça c'est magnifique ce que tu il faut tout c'est très 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 bien. J'ai pas lu le roman de Ballard, mais le fait qu'effectivement on va dire les classes pauvres ne soient plus dans un processus révolutionnaire entre guillemets, puisqu'elles sont, on va dire, le seul espoir entre guillemets pour elles serait effectivement l'intégration, au moins dans les basses couches, disons de l'économie monde, alors que ceux qui ont pourraient soudainement vouloir se mettre à être, ce qui du coup effectivement disloquerait complètement le système, puisque les hyper-consommateurs, on va dire, se mettraient à détruire ce qu'ils consommaient avant, sans doute peut-être dans je pense que c'est à peu près le récit de Millennium People, mais je crois que dans IGH, Ballard avait déjà aussi prédit une situation analogue, j'allais dire d'entropie en fait sociale dans les middle upper class, quoi. Pardon. Alors, ça voudrait dire aussi une chose, c'est que d'abord, il ne faut plus voir la société française comme on l'a vu avec le prisme, disons, qu'il soit faux ou vrai, peu importe, mais disons avec le prisme, disons, des luttes de classe classiques héritées, disons, de l'école marxiste, quoi. Par exemple, au risque de choquer, faut pas croire que dans les banlieues, les gens sont pauvres. Le trafic de coke, ça ramène beaucoup d'argent. Les gens, entre guillemets, enfin en tout cas beaucoup, roulent dans des BMW que ne pourrait pas s'offrir, j'allais dire, un métallurgiste, s'il en reste, dans la région de Clermont-Ferrand. Donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire que il y a tout un tas de faux dispositifs mentaux, enfin de projections sur des populations qui sont considérées, par exemple, comme j'allais dire lower class, comme on dit aux États-Unis, alors qu'en fait, elles ne sont pas vraiment des classes sous-prolétarisées. Quelque chose est arrivé dans nos sociétés où le sous-prolétariat n'existe, enfin, j'allais dire quasiment plus. Il s'est transformé dans une sorte de nouvelle bourgeoisie, bizarrement, et une bourgeoisie voyoucratique. Bon, c'est comme ça, mais qui fait beaucoup d'argent. Parce que la prostitution albanaise, ça fait beaucoup d'argent. Et le trafic de poudre, ça fait beaucoup d'argent. Sans parler du trafic de Kalachnikov. Donc... Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dérive totale de tous les continents. Enfin, Ballard, il a une expression qui est assez rigolote. Il parle de la lumpen intelligentsia. Ah bah voilà. Voilà. Donc c'est toutes les catégories qui ripent. Oui, absolument. C'est-à-dire que dans les banlieues, oui, il y a des nouveaux riches. Voilà. Tendance pègre. C'est ça. C'est de la pègre. Oui, oui, tout à fait. Et puis l'intelligentsia s'effondre. S'effondre voilà. Et envie de péter le truc. C'est ça. Donc
ça c'est quand même. Je vais le lire. Je pense que le roman est pas très bon. Ah. Ou alors la traduction est exécrable. Ah mince, ça c'est dommage, parce que Ballard est un grand écrivain. Mais là, tu verras. Ok. Il me semble qu'il y a un truc qui va pas. Ok. Alors soit, je pense que la traduction est exécrable. Ah mince. Mais ça n'enlève rien à la vision du mec. Là, il est en train de nous dire quelque chose. Il est en train de nous dire que ça va péter, mais pas là où on l'attend. Oui. Et ça va péter là où ça ne devrait pas péter. Oui. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une... Tu n'es pas le seul à dire ça, tu le dis aussi à ta façon et d'autres aussi. C'est comme s'il y avait une redistribution générale des cartes. Oui. Et au moment où on distribue les cartes, comment dire, ce qui est imprimé sous la carte change pendant que tu les distribues. Ah oui. Donc, donc, c'est un vrai jeu à l'aveugle, c'est clair. C'est plus poker menteur. Non, c'est oui. Bon. Donc là, la partie qui se dessine, elle est quand même assez sexy. Je m'attendais pas à ça. oui, c'est bon, Ballard en plus. C'est cette autodestruction, j'allais dire, cette entropie qui peut saisir les sociétés non plus par le bas, comme précisément la bourgeoisie a eu tant peur pendant des décennies, sans comprendre qu'en fait, en créant les conditions d'accès à la richesse, elle avait de fortes chances de faire en sorte que les classes pauvres, petit à petit, elles aussi, disons, s'embourgeoisent petitement, mais juste suffisamment pour qu'elles arrêtent de faire chier, entre guillemets. Et là où Ballard est très fort, c'est de montrer qu'effectivement, on va dire avec le basculement en cours dans le XXe siècle, effectivement, une redistribution des cartes totalement imprévisible est sûrement en cours, quoi. Sans compter que, excuse-moi, mais le truc est que, je ne sais pas si dans son roman ça apparaît, mais ce qu'on appelait autrefois la classe ouvrière, qui vivait effectivement généralement quand même, on va dire, dans un niveau moyen de pauvreté, on va dire. C'est pas la misère quand même quand on était ouvrier, mais enfin bon, on était dans un niveau moyen de pauvreté. Mais elle avait une conscience unitaire de classe. Je trouve que le marxisme, entre autres, l'a cimenté, mais pour le meilleur ou pour le pire, peu importe, il y avait une homogénéité. Aujourd'hui, il n'y a pas de classe pauvre. Il y a des pauvres qui viennent de toutes les classes. Ça peut être des gens qui sont nés dans la pauvreté, ça peut être des gens qui se sont retrouvés dans la pauvreté, des gens même qui ont été riches, voire très riches, qui soudainement se retrouvent ruinés, etc. Ce qui fait que là, on est face à quelque chose qui est de l'ordre du fragmentaire, là aussi. Donc c'est pas de là, évidemment, que peut venir, entre guillemets, un danger pour les sociétés, puisque ce sont des individus atomisés, et puis qui s'atomisent, j'allais dire, de plus en plus, jusqu'à s'atomiser eux-mêmes, quasiment. Par contre, effectivement, là où il y a encore des îlots de solidité, sauf que l'ennui, dans sa plus diabolique acception du terme, est en train de ronger là, lentement mais sûrement, effectivement, comme tu disais, dans un monde de Star Academy, de Joe millionnaire, que sais-je, d'immersion en fait, d'immersion totale et quotidienne de l'individu dans l'information. C'est sûr qu'au bout d'un moment, les cortex vont péter. D'ailleurs, je pense qu'il y a un certain nombre de ce que dit Ballard, de ce que tu dis, un certain nombre de signes avant-coureurs. Par exemple, quand les classes moyennes, on voit ça au travers, par exemple, des altermondialistes. Qu'est-ce qu'ils disent les altermondialistes, en gros? Ils vont bientôt aller voir les Chinois pour leur dire « Faites pas les mêmes conneries que nous », alors que les Chinois, ils ont qu'une seule envie, c'est se gaver jusqu'à la rate, comme on l'a fait nous depuis 40 ans. Ouais. Donc ils veulent faire pareil. Et nous, on va aller leur dire non, consommez pas trop d'électricité, parce que quand même, vous allez en foutre partout des saloperies, ramassez vos sacs poubelles. Donc certainement, il va y avoir un conflit entre ceux qui ont des taux de cholestérol hors normes,
et qui sont en train de se soigner, et qui vont aller voir les autres en leur disant attention, parce qu'il y a des dangers de cholestérol. Il va y avoir donc, il y a des risques de nouveaux types de lignes de front, Oui. pas du tout là où on les attend, Oui. mais entre une anti désabusée Oui. et des gens qui confusément ont un appétit démesuré en sachant que leur appétit est malsain, parce que la connaissance va très vite. Oui. Donc, Oui. Très intéressant tout ça. Donc c'est quand même un très très joyeux merdier. Donc à part l'ascétisme intégral, je vois pas ce qu'il nous reste comme solution. Tu vois. Excuse-moi. C'est un très bon descriptif. L'altermondialisme est un indicateur Ah oui, tout à fait. impressionnant de comment ça évolue dans les classes moyennes. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que ce que tu disais très justement de ces nantis désabusés qui vont... alors je ne sais pas si ça va ouvrir une ligne de front, mais enfin, disons que c'est vrai que ça va certainement ouvrir une ligne de collision, quoi. C'est-à-dire que c'est presque une ligne de front quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, voilà, le 1,5 milliard de Chinois, tout à fait raison de le noter, ce qu'ils veulent faire, c'est de devenir les États-Unis comme en 1950. C'est-à-dire avoir des bagnoles, des télévisions, enfin l'eau et le gaz à tous les étages, chose qu'ils n'ont effectivement pas eu, il faut bien le dire quand même, pendant à peu près toute la durée du communisme. Donc là, soudainement, ils peuvent l'avoir, ça va être difficile pour eux d'admettre de la part d'occidentaux qui, eux, se sont tapés le kit, j'allais dire, depuis même un bon siècle, venir leur donner des leçons en leur disant non, vous allez consommer moins d'électricité parce que, etc. Ça, c'est évident que je pense que dans Millennium People, comme souvent, Ballard, lui, s'intéresse à une micro-communauté, quoi, hein. Mais il est assez malin pour, je pense, savoir que là aussi c'est un fractal, c'est-à-dire que la position des nantis désabusés en Angleterre dans la marina de Chelsea, c'est la position de l'Occident, hein, par rapport par exemple à la Chine ou à l'Inde fort peu de temps plus tard. Ils sont à 1,5 milliard aussi pratiquement. À eux deux, enfin je veux dire, ces deux nations, c'est la moitié de l'humanité. Est-ce qu'on va pouvoir aller les voir en leur disant écoute bonhomme, c'est bien là, mais effectivement faudrait que tu fasses comme Cohn-Bendit enfin ou peu importe, a dit qu'il fallait faire. Je pense que les gens non plus, enfin en Inde ou en Chine, sont pas non plus suicidaires. Ils savent aussi effectivement, comme tu le signifiais, qu'il y a sans doute des pratiques, peut-être même qu'ils les éviteront. Faut pas non plus les prendre pour des abrutis. Peut-être qu'un certain nombre d'erreurs que nous avons commises, ils vont peut-être pas les commettre. Pas non plus, je veux dire, les hindous, c'est pas non plus les derniers des imbéciles, les Chinois non plus, quoi. Donc, par contre, oui, de dire que l'altermondialisme est un assez bon révélateur aussi, j'allais dire, de l'idéologie des classes moyennes d'aujourd'hui, c'est mettre aussi le doigt sur le fait qu'effectivement elles savent que bizarrement le monde qu'elles sont en train de construire les mène à leur propre destruction. Elles en ont tout à fait conscience, ce qui fait qu'elles essayent, j'allais dire, d'arranger les ballons, hein, comme les bidons, comme on dit. C'est-à-dire, bon, ok, là, il y a des problèmes de réchauffement climatique à cause de l'effet de serre, donc il faudrait faire le protocole de Kyoto. Bon, tout le monde sait, il suffit d'avoir à peu près lu le protocole de Kyoto pour se rendre compte que c'est rien. C'est-à-dire qu'on va dépenser des milliards de dollars pour que dalle. Il vaudrait mieux investir dans les technologies de remplacement réellement, l'hydrogène ou que dalle, faire des vrais programmes de recherche scientifique plutôt qu'à nouveau des bureaucraties de contrôle. Bon. Là encore, on est en plein dans les limites de la bourgeoisie quand elle est face à ses propres miasmes, j'allais dire, quoi. L'écologie, c'est un peu
le dernier recours aussi d'une anti-désabusée, d'une certaine manière. Ils n'ont pas compris que on ne pouvait pas conserver la Terre. La Terre n'est pas un musée. Ça se conserve pas, il n'y a pas de conservateur. Donc, la seule issue pour l'homme, c'est de choisir comment il va la transformer. Il ne s'agit surtout pas de dire il faut arrêter de la transformer, parce que là, on va à la catastrophe la plus terrible, quoi. C'est-à-dire, en fait, une transformation terminale. Et à ce niveau-là, l'écologie me semble être, j'allais dire au vrai sens du terme, terriblement réactionnaire, quoi. C'est-à-dire même pas capable d'assumer le progrès dans son retournement possible. Ouais, c'est quand même grave. Ça nous permet de conclure pour ce soir et de boucler sur... C'est peut-être là que c'est peut-être ça le point de départ de l'écrivain. C'est-à-dire d'autoriser son lecteur à imaginer d'autres scénarios. Ouais. Alors c'est pas très bien dit, mais... Non, mais si. Parce qu'effectivement, c'est-à-dire que quand vous imprimez en fait un roman dans la tête d'un lecteur, parce que c'est ça qui se passe au final, quand vous prenez conscience de votre pouvoir d'écrivain, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes capable d'imprimer directement des mots dans la tête d'un autre, quoi. C'est ça qui se passe. Et ces mots, ils viennent de votre tête à vous. Comment dire, c'était quoi ta question, merde? Fuck. Ça permet de boucler en disant que c'est là où commence le... C'est-à-dire, quand il n'y a plus possibilité pour la communauté de se dire quoi que ce soit à elle-même, l'écrivain arrive et lui dit, mais regarde, il y a cette histoire-là, c'est un nouveau point de départ. Alors oui, voilà, c'est ça, j'avais perdu le truc, excuse-moi. C'est que, à partir du moment aussi où ce roman s'est imprimé dans la tête du lecteur, il a fait, enfin, s'il s'est imprimé convenablement, il a fait la démonstration, en fait, qu'un autre monde était possible. Enfin, qu'un autre monde était pensable. Déjà, pour commencer. Ce qui est un bon début, j'allais dire, puisque ça permet éventuellement au lecteur de reprendre à son tour, lui aussi, sa pensée et le monde pour essayer éventuellement de construire autre chose que ce qu'on est en train de lui fourguer, que ce soit même ne serait-ce que dans sa vie personnelle. Donc oui, logiquement un roman, il est en fait comme comment je dirais, comme une sorte d'avant-pointe d'autres romans aussi. C'est-à-dire que un roman, il doit aussi, effectivement, mais c'est pas juste un mot comme ça, il doit vraiment donner envie de lire d'autres livres. Il doit soudainement dévorer le lecteur pour que le lecteur se dise, ah mais oui, alors soit par référence, soit par d'autres jeux, peu importe. Mais il faut un roman qui boucle uniquement sur lui-même, qui tourne en vase clos comme ça me semble être un objet un peu inutile. On pourrait dire aussi que Paul Ricoeur disait, entre autres choses, que la seule chose qu'on peut faire dans une période comme la nôtre, c'est d'établir des liens de cohérence entre des îlots. C'est de travailler sur la notion d'îlot de cohérence et d'essayer de tirer des liens entre ces îlots. On ne pouvait pas avoir un système total. Okay. Et d'une certaine façon, le terrorisme de la pensée marxiste, son terrorisme, il n'est pas, à mon avis, tellement dans les idées marxistes, il est plus précisément dans le fait cette pensée-là s'est posée comme ultime, définitive et ah oui. sans horizon derrière elle. Oui. C'est-à-dire,
sans rien d'autre de pensable que ça. Et qu'est-ce qu'on est en train de découvrir aujourd'hui? C'est qu'on commence à savoir penser sans ça. C'est exact, oui, c'est exact. Moi, je connais mal Paul Ricoeur, mais je commence à m'y intéresser. C'est d'ailleurs Thierry Bardini qui m'en a parlé le premier. Oui, c'est quelqu'un qui est là pour le moment un peu en attente, malheureusement. Mon temps est limité, mais je pense que je vais attaquer prochainement. Alors, comment je dirais, son aphorisme, enfin son analyse, comment dirais-je, enfin sa vision plus exactement de la pensée comme mise en lien d'îlots de cohérence, j'allais dire probablement, voulait-il dire, dans un océan d'absurdité. Effectivement, c'est une comment dire, une alternative plutôt intéressante au système. Il n'y a pas que le marxisme, hein, c'est pratiquement tous les systèmes hérités des Lumières, encore une fois, sont des systèmes basés précisément sur comment je pourrais appeler ça, sur le plein. C'est-à-dire que c'est un peu Hegel déjà qui quelque part peut-être sur le plein et la clôture. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que c'est clos et c'est plein. Il n'y a pas de. Alors évidemment, dans le monde précisément dans lequel on vit, on se rend bien compte que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et donc effectivement, la métaphore de Ricoeur sur une espèce d'archipel comme ça, j'imagine, de liens dans la pensée me semble tout à fait pertinente. Ça c'est certain. Et donc l'écrivain, c'est celui qui dit il y a encore du pensable. Voilà, c'est ça. C'est exact. L'architecture, ça. C'est ça. Parce que c'est pas gagné. Enfin, je veux dire, c'est Colin Wilson, je crois, qui disait que précisément, on croit que la conscience c'est comme la respiration, mais c'est faux. La conscience c'est comme la nage. Dès qu'on s'arrête, on coule. Et j'aime bien cette métaphore. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est tout juste si notre époque est réellement pensée, et c'est toujours parce que j'allais dire entre guillemets l'époque dont elle est le produit n'est toujours pas pensable. Alors bon, bah si l'écrivain il a quand même un petit rôle à jouer au XXIe siècle, ce sera de faire en sorte de rendre pensable tout ça, quoi. Parce que sinon, bon, vaut mieux changer de métier, passer à autre chose. Good.